Ils m'appellent par mon prénom maintenant. Après 8 ans à les élever comme mes propres enfants, leurs mots résonnent comme un coup de poignard. Tu n'es pas notre vraie mère. Ça a commencé par de petites choses, des silences plus longs, des regards en coin. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Après tout, ce sont des adolescents, non? Des jumeaux de 16 ans, un garçon et une fille, arrivés dans ma vie il y a 8 ans avec leur père, mon mari. Je les ai aimés tout de suite, comme si c'était les miens. Et comme la nature a décidé de ne pas m'accorder cette joie d'être mère biologique, ils sont devenus mon tout. L'année dernière, une grossesse tant espérée s'est soldée par une fausse couche. Un coup dur, mais leur affection et celle de mon mari m'ont aidé à traverser cette épreuve. Leur mère biologique, une histoire triste. Elle les a quittés pour un autre homme à New York quand ils étaient petits. Ils n'ont jamais vraiment eu de relation avec elle. Alors, pendant des années, j'ai été là. Maman, c'est ce qu'ils m'appelaient. On faisait tout ensemble, les dîners en famille, les sorties au cinéma, les discussions tard le soir. J'avais enfin la famille dont j'avais toujours rêvé. Ironiquement, plus jeune, je m'étais juré de ne jamais fréquenter un homme avec des enfants. Trop compliqué, me disais-je. Le risque que l'ex-femme revienne mettre son grain de sel, les loyautés divisées, mais avec Marc, ça a été différent. Un coup de foudre, une évidence. J'ai fait le saut et pendant longtemps, je n'ai pas regretté. L'autre jour, le vernis a commencé à craqueler. Ma fille, Léa, voulait aller au centre commercial avec ses copines. Pas de problème, c'est une habitude. Mais sa tenue, une mini-jupe à peine plus large qu'une ceinture et un crop top qui laissait deviner son nombril. J'ai dit non, catégorique. Chérie, tu ne vas pas sortir comme ça. Je ne sais même pas où elle a trouvé cette jupe, elle me montre toujours ses achats d'habitude. Son frère, Tom, n'a même pas sourcillé. Un simple roulement des yeux en direction du plafond. Léa, elle, est devenue rouge de colère. Du haut de l'escalier, elle a hurlé « De toute façon, tu n'es pas ma mère, alors arrête de faire comme si tu l'étais !» Tom a pouffé de rire, ça m'a fait l'effet d'une gifle. « Et toi, qu'est-ce qui te fait rire ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Ben, c'est vrai, non? T'es pas notre mère, alors tu peux pas nous dire ce qu'on doit faire. » Leurs mots ont résonné dans le silence de la maison. 8 ans à les aimer, à les élever, à être là pour eux à chaque instant. Et c'est ça ma récompense. Ces derniers mois, il y avait eu des tensions, des remarques blessantes. Léa m'avait même dit que c'était de ma faute si j'avais perdu le bébé, qu'elle était contente que ça ne soit pas arrivé. Mais là, c'était une autre dimension. Le lendemain, j'ai décidé de changer de tactique. Ils voulaient que je me comporte comme une étrangère. Très bien, c'est exactement ce que j'allais faire. D'habitude, je les réveillais pour l'école, je leur préparais leur petit déjeuner préféré. Ce matin-là, je me suis levée, j'ai préparé mon propre petit déjeuner, en silence. Ils sont descendus, les yeux encore collés, et m'ont regardé sans rien dire. J'ai senti leur regard interrogateur, mais je les ai ignorés. Après tout, je ne suis pas leur mère, me suis-je dit avec une pointe d'amertume. Tom avait un match de basket ce soir-là. D'habitude, je préparais toujours des collations pour toute l'équipe. J'étais là pour l'encourager. Cette fois, je suis restée à la maison. Léa avait une compétition de cheerleading 2 jours plus tard. J'ai fait comme si de rien n'était. Je sais qu'on pourrait me qualifier de mesquine, et peut-être que je le suis. Mais j'avais l'impression d'avoir atteint mes limites. Les jours suivants ont été étranges. Je me levais, je faisais mes affaires, j'ignorais leur présence. Je sentais leurs yeux rivés sur moi, leur chuchotement. Un soir, Léa s'est approchée, l'air renfrogné. « Pourquoi tu n'es pas venue ? » À ma compétition, j'ai haussé les épaules, un sourire amer sur les lèvres. « Je ne suis pas ta mère, n'est-ce pas ? Alors pourquoi serais-je venue ?» J'ai vu son visage se décomposer. Une lueur de compréhension, ou peut-être juste de surprise, a traversé ses yeux. Elle est restée là, figée, à me regarder. J'ai senti une pointe de satisfaction, mais aussi une immense tristesse. Après tout ce que j'avais fait pour eux, toutes ces nuits blanches à m'inquiéter, tous ces sacrifices, la réponse était si simple, si cruelle. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé. Je n'avais plus la force de faire semblant. Ils voulaient que je sois une étrangère ? Très bien. Ils allaient découvrir ce que ça signifiait, l'absence, l'indifférence, le silence qu'ils semblaient tant désirer. Je me suis souvenue de mes hésitations, il y a 8 ans, quand j'ai envisagé de me marier avec Marc. Je savais que ce serait un défi, qu'il y aurait des conflits, des résistances. Mais mon désir de fonder une famille, d'aimer et d'être aimé, avait été plus fort. Au fil des années, je m'étais autorisée à croire que c'était ce que j'avais réussi à construire avec eux. La semaine suivante s'est déroulée dans un silence pesant.
Je me levais à mon heure habituelle, je préparais mon café, mes toasts, ils passaient dans la cuisine espérant un mot, un regard, une proposition de petit déjeuner. Je les observais du coin de l'œil, les voyant se préparer un bol de céréales ou fouiller dans le frigo. Pas un mot, pas un sourire. J'étais devenue ce qu'ils voulaient que je sois. Une présence distante, une adulte dans la maison sans aucune obligation envers eux. Le vendredi soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé Marc qui m'attendait dans le salon. Son visage était une mine d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants se plaignent. Ils disent que tu les ignores. Un rire amer m'a échappé, un rire chargé de toute la rage et la frustration que j'avais contenue pendant des jours. Alors, calmement, je lui ai tout expliqué. Leurs paroles blessantes, leurs rires méprisants, leur ingratitude face à toutes les années que je leur avais consacrées. Il a l'écouté en silence, absorbant chaque mot. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait enfin comprendre ma douleur. Mais il a juste soupiré. Ce sont des adolescents, tu sais. Ils traversent une phase difficile. Il a minimisé, a tenté de justifier leur comportement comme si ce n'était que des enfants innocents qui testaient leurs limites. Des enfants, Marc? Ils ont 16 ans. Ils sont plus que capables de comprendre le poids de leurs mots. C'est là que j'ai compris que j'étais seule dans cette histoire. Ils ne comprendraient jamais à quel point leurs paroles m'avaient blessée, comment chaque marque d'ingratitude avait creusé un peu plus ma blessure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour en supporter davantage. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. S'ils ne voulaient pas de moi comme mère, si mon mari pensait que j'exagérais, alors chacun allait assumer ses propres responsabilités. J'ai arrêté de me soucier des activités extrascolaires des jumeaux, des stages d'été, des voyages, des loisirs. L'argent que j'avais mis de côté pour ça, je l'ai gardé pour moi. J'ai commencé à penser à ce que je voulais faire de ma vie, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, toujours occupée à satisfaire une famille qui, au fond, ne m'avait jamais vraiment considérée comme l'un des leurs. Les semaines suivantes, j'ai continué à prendre mes distances. Je ne suis pas allée à la réunion parents-professeurs de Tom. Je ne l'ai pas aidé pour son projet de sciences qu'il avait repoussé à la dernière minute. Je n'ai pas proposé de le conduire à ses entraînements de basket. Il y allait en bus, en grommelant, mais je n'ai pas cédé. Quant à Léa, j'ai arrêté de commenter ses tenues, même quand je la voyais sortir avec des vêtements que je n'aurais jamais approuvés auparavant. Petit à petit, j'ai senti qu'il commençait à ressentir mon absence. Marc m'a envoyé des messages disant que la maison était un chaos sans moi, que les jumeaux me manquaient, que rien n'était plus pareil. Une partie de moi voulait répondre, leur dire que c'était à eux de se débrouiller, mais je suis restée silencieuse. Je les ai laissés expérimenter le chaos de leur propre indifférence. Parce qu'au fond, je savais que ce n'était pas seulement la maison qui était désorganisée, c'était toute leur vie. Et c'était ça que je voulais qu'ils comprennent. Au fil des semaines, la situation s'est devenue de plus en plus tendue. Des amis et des collègues me disaient que Marc avait l'air perdu, que la maison était en désordre. Même les jumeaux ont commencé à m'envoyer des messages. Ils disaient que l'ancienne façon de faire leur manquait, qu'ils avaient peut-être été un peu durs avec moi. Mais je suis restée ferme. Ils avaient clairement indiqué que je n'étais pas nécessaire, et maintenant je leur montrais ce que cela signifiait. Un soir, j'ai reçu un long message de Léa. Elle disait que l'aide que je lui apportais pour ses devoirs lui manquait, mes conseils quand elle en avait besoin. Elle s'excusait pour les horribles choses qu'elle m'avait dites. Je savais que ces excuses n'étaient pas entièrement sincères. Elles étaient motivées par le besoin, par le désespoir de quelqu'un qui ne valorise ce qu'il a que lorsqu'il le perd. Moi, j'avais déjà dépassé ce point où des excuses superficielles pouvaient m'atteindre. Il fallait qu'ils comprennent vraiment, non seulement ce qu'ils avaient fait, mais aussi les conséquences de leurs actes. Je suis restée inflexible dans ma décision. Ce n'est que lorsque Marc, désespéré, a sonné à la porte de mon appartement que j'ai décidé qu'il était temps de clore ce chapitre définitivement. Il avait l'air épuisé, comme si les derniers mois avaient drainé toute son énergie. Ses premiers mots furent un mélange d'excuses et d'explications. Il disait qu'il était désolé, qu'il savait qu'il avait été insensible, qu'il avait sous-estimé tout ce que je faisais. Mais les enfants regrettaient. Maintenant, ils comprenaient à quel point j'avais été importante. Je l'ai écouté calmement, le laissant dérouler sa version des faits, essayant désespérément de trouver une solution à la situation. Quand il a enfin terminé, je me suis approchée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Avec la sérénité de quelqu'un qui a enfin trouvé la paix, j'ai dit « Maintenant, tu sais ce que ça fait de vivre sans moi ». Il m'a regardé, surpris. J'ai su qu'à cet instant précis, il avait vraiment compris. Il comprenait ce que c'était d'être ignoré, rabaissé et finalement abandonné.
Je lui ai expliqué que je n'avais aucune intention de revenir en arrière, que je ne voulais plus reprendre ce rôle de mère et d'épouse dévouée. J'avais réalisé que tout ce que j'avais donné l'avait été en vain et que ma vie, ma paix, valait plus que n'importe quel engagement envers eux. Il est resté sans voix, essayant d'assimiler le fait que c'était définitif, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Moi, j'avais recommencé ma vie et l'espace qu'ils occupaient autrefois avait été remplacé par un vide qui, étonnamment, était libérateur. Quand il est finalement parti de mon appartement, un calme absolu s'est emparé de moi. Je savais qu'à partir de maintenant, ils devraient affronter les conséquences de leurs propres décisions. Chaque marque de mépris, chaque parole blessante qu'ils m'avaient lancée leur revenait maintenant comme un reflet clair et immuable. J'avais laissé derrière moi les blessures et transformé le poids du ressentiment en quelque chose de plus grand. Ma propre renaissance. Je suis rentrée dans mon appartement, j'ai fermé la porte et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je n'avais besoin de personne. J'étais complète, enfin libre. Le goût amer de la vengeance s'était transformé en quelque chose de plus doux. La certitude que j'étais désormais ma propre priorité et que rien ni personne ne pourrait m'enlever ça. Mais cette liberté avait un goût étrange, un arrière-goût de quelque chose d'inachevé. Malgré mes tentatives pour me convaincre que le silence était la meilleure option, une petite voix intérieure criait justice, réparation. Allait-il s'en tirer indemne, comme s'il n'avait pas joué avec mes sentiments et méprisé tout ce que j'avais fait? Mon mari allait-il continuer sa vie comme si de rien n'était, tandis que mes beaux enfants ne ressentiraient aucune responsabilité pour les paroles cruelles qu'ils m'avaient lancées? Non. Il fallait qu'ils ressentent un peu du vide qu'ils avaient créé en moi. Durant ma première semaine dans mon nouvel appartement, j'ai commencé à élaborer un plan. Rien d'impulsif, je savais qu'il fallait être méthodique et patiente. Je n'allais rien faire d'extrême, bien sûr, mais il y avait d'autres manières d'avoir un impact, de leur faire comprendre ce que c'était de perdre quelqu'un qui leur avait tant donné. J'ai commencé par de petites absences. Pendant des années, je m'étais occupée des finances de la maison, j'organisais chaque détail, je payais les factures à temps, je me souvenais des échéances. Durant cette première semaine du mois, j'ai changé tous les mots de passe des comptes communs, j'ai désactivé les notifications et j'ai laissé les factures s'accumuler. Je savais que Marc était désorganisé et que ses tâches ne l'avaient jamais intéressé. Il allait devoir apprendre ce que c'était de s'occuper du côté moins visible de la vie de famille. Chaque appel de recouvrement qu'il recevait était une petite victoire silencieuse pour moi. Ensuite, j'ai mis de côté toutes les routines liées à l'école des jumeaux. Pendant des années, j'avais été en première ligne lors des réunions, des événements, je vérifiais chaque mot dans leur carnet de correspondance. Je me souvenais des anniversaires de leurs amis, des uniformes de compétition, des listes de fournitures scolaires. J'ai tout laissé entre leurs mains sans avertissement. Marc m'appelait, frustré, disant que l'école lui envoyait constamment des messages et que les jumeaux rataient des délais. Je me contentais de sourire et de répondre qu'après tout, il était leur père et qu'il devrait être capable de gérer ça. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer qu'il ressentait mon absence. Marc m'envoyait des messages disant que la maison était hors de contrôle sans moi, que les jumeaux me manquaient et que rien n'était plus pareil. Une partie de moi voulait répondre, voir comment ils se débrouilleraient seuls, mais j'ai gardé le silence. Je les ai laissés expérimenter le chaos de leur propre indifférence, parce qu'au fond, je savais que ce n'était pas seulement la maison qui était désorganisée, c'était toute leur vie, et c'était ça que je voulais qu'ils comprennent. Au fil des semaines, j'ai su que la situation devenait insoutenable. Des amis et des collègues commentaient que Marc avait l'air perdu et que la maison était en ruine. Même les jumeaux ont commencé à m'envoyer des messages disant que l'ancienne façon de faire leur manquait, qu'ils avaient peut-être été un peu durs avec moi. Mais je suis restée ferme. Ils avaient clairement indiqué que je n'étais pas nécessaire, et maintenant, je leur montrais ce que cela signifiait. Un soir, j'ai reçu un long message de Léa. Elle disait que l'aide que je lui apportais pour ses devoirs lui manquait, mes conseils quand elle en avait besoin, et qu'elle regrettait beaucoup les horribles choses qu'elle m'avait dites. Elle s'excusait, mais je savais que ces excuses n'étaient pas entièrement sincères. Elles étaient motivées par le besoin, par le désespoir de quelqu'un qui ne valorise ce qu'il a que lorsqu'il ne l'a plus. Moi, j'avais déjà dépassé ce point où des excuses superficielles pouvaient m'atteindre. Il fallait qu'ils comprennent vraiment, non seulement ce qu'ils avaient fait, mais aussi les conséquences de leurs actes. Je suis restée inflexible dans ma décision. Ce n'est que lorsque Marc, désespéré, a sonné à la porte de mon appartement que j'ai décidé qu'il était temps de clore ce chapitre définitivement. Il avait l'air épuisé, comme si les derniers mois
moi, avait drainé toute son énergie. Ses premiers furent un mélange d'excuses et d'explications. Il disait qu'il était désolé, qu'il savait qu'il avait été insensible, qu'il avait sous-estimé tout ce que je faisais. Mais les enfants se regrettaient. Maintenant, ils comprenaient à quel point j'avais été importante. Je l'ai écouté calmement, le laissant dérouler sa version des faits, essayant désespérément de trouver une solution à la situation. Quand il a enfin terminé, je me suis approchée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Avec la sérénité de quelqu'un qui a enfin trouvé la paix, j'ai dit « Maintenant, tu sais ce que ça fait de vivre sans moi ». Il m'a regardé, surpris. J'ai su qu'à cet instant précis, il avait vraiment compris. Il comprenait ce que c'était d'être ignoré, rabaissé et finalement abandonné. Je lui ai expliqué que je n'avais aucune intention de revenir en arrière, que je ne voulais plus reprendre ce rôle de mère et d'épouse dévouée. J'avais réalisé que tout ce que j'avais donné l'avait été en vain et que ma vie, ma paix, valait plus que n'importe quel engagement envers eux. Il est resté sans voix, essayant d'assimiler le fait que c'était définitif, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Moi, j'avais recommencé ma vie et l'espace qu'ils occupaient autrefois avait été remplacé par un vide qui, étonnamment, était libérateur. Quand il est finalement parti de mon appartement, un calme absolu s'est emparé de moi. Je savais qu'à partir de maintenant, ils devraient affronter les conséquences de leurs propres décisions. Chaque marque de mépris, chaque parole blessante qu'ils m'avaient lancée leur revenait si maintenant comme un reflet clair et immuable. J'avais laissé derrière moi les blessures et transformé le poids du ressentiment en quelque chose de plus grand. Ma propre renaissance. Je suis rentrée dans mon appartement, j'ai fermé la porte et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je n'avais besoin de personne. J'étais complète, enfin libre. Le goût amer de la vengeance s'était transformé en quelque chose de plus doux. La certitude que j'étais désormais ma propre priorité et que rien ni personne ne pourrait m'enlever ça. Mais mon plan ne s'arrêtait pas là. Je savais que pour vraiment tourner la page, il fallait que je les confronte une dernière fois, pas avec colère ou amertume, mais avec la clarté de quelqu'un qui a compris sa propre valeur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Tom. Un simple « on peut parler », j'ai hésité un instant, puis j'ai accepté. Je leur ai donné rendez-vous dans un café neutre, un endroit où je ne me sentais pas envahie par les souvenirs. Quand je les ai vus arriver, ils avaient l'air plus jeunes, plus vulnérables. Marc n'était pas avec eux. Léa avait les yeux rouges et Tom semblait mal à l'aise. « On voulait te dire qu'on est désolé », a commencé Léa, la voix tremblante. « On n'aurait jamais dû dire ces choses. »« Oui », a ajouté Tom, regardant ses chaussures. « Tu as toujours été là pour nous. » Je les ai écoutés en silence, sans laisser transparaître mes émotions. J'avais entendu ces mots auparavant, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans leur regard, une sincérité que je n'avais pas perçue auparavant. « Je sais que vous avez dit des choses blessantes, » ai-je finalement répondu, et ça m'a fait beaucoup de mal. Pendant des années, j'ai essayé d'être une bonne mère pour vous. J'ai fait des sacrifices, j'ai mis vos besoins avant les miens. Et en retour, j'ai eu de l'ingratitude et du mépris. J'ai fait une pause, les observant attentivement. Mais je ne vous en veux plus, ai-je continué. J'ai compris que vous étiez jeune, que vous aviez vos propres problèmes. Et peut-être que je n'ai pas toujours fait les choses parfaitement. Mais j'ai toujours agi avec amour. J'ai sorti de mon sac une petite boîte. Je l'ai posée sur la table, devant eux. Ce sont des photos, ai-je expliqué. Des photos de nous, de toutes ces années, passées ensemble. Des bons moments, des mauvais moments, ça fait partie de notre histoire. Ils ont ouvert la boîte avec hésitation. J'ai vu leur visage se contracter en regardant les clichés. Des anniversaires, des vacances, des Noëls en famille. Des souvenirs qui, je l'espérais, rappelleraient les liens qui nous avaient unis. Je ne reviendrai pas, ai-je dit doucement. J'ai besoin de temps pour moi, pour me reconstruire. Mais je ne veux pas que vous gardiez un mauvais souvenir de moi. J'ai aimé vos moments de joie, vos réussites. J'ai été là dans vos moments difficiles. Et même si notre relation a changé, ça ne veut pas dire que tout ce que nous avons partagé n'a jamais existé. Un silence pesant a suivi. Léa a essuyé une larme qui coulait sur sa joue. Tom a relevé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. « Merci », a-t-il murmuré. « Merci pour tout. » Je me suis levée. « Au revoir les enfants. » Je suis partie, les laissant seuls avec leurs souvenirs. Je ne savais pas ce que l'avenir leur réservait, ni ce que le mien me réservait. Mais en cet instant, j'ai ressenti une immense paix intérieure. J'avais dit ce que j'avais à dire, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'étais enfin libre de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je serais enfin ma propre priorité.
Et ça, c'était la plus belle des revanches.